Je m'appelle Alexandre, et ceci est l'histoire de la plus belle chose que j'ai jamais créée. Pas un roman, pas une œuvre, une femme, un souvenir. Un amour impossible, façonné de papier et d'encre. Pas plus réel que moi aujourd'hui. Mathilde, qu'elle s'appelait. Et elle était tout ce que je n'ai jamais su dire à ma mère. Je suis face à vous, à la fin de mon histoire. Un vieil écrivain aux mains tachées de regrets. Et avant que mes mots ne s'effacent pour de bon, j'aimerais vous raconter ce que j'ai écrit pour elle. Ceux qui, un jour, ont pris vie. Ceux qui m'ont condamné à la perdre une deuxième fois. Voici les fragments du journal de Mathilde. Voici Galatea. Mon nom est Mathilde, et je suis l'héroïne d'un roman que vous n'avez probablement pas lu. Mon auteur Alexandre a mis tout son art dans mes lignes et s'est inspiré de sa mère pour créer mon histoire. Une femme puissante, rassurante, un havre de paix et de douceur. Je ne suis pas réelle, je suis ce dont il se souvient. Celle qui le berçait quand il faisait des cauchemars et celle qui essuyait ses larmes quand il était triste. Je suis la mère parfaite dans ses souvenirs. Un mélange irréaliste de douceur et de calme, de rire. Je suis la joie, jamais la peine. Je suis la paix, jamais la discorde. Je suis l'espoir, jamais la peur. Je suis la douceur, jamais la colère. Je suis l'amour, jamais la haine. Je suis lumière sans aucune ombre. Je brille au-dessus de ce monde dans un halo de chaleur et d'étincelles. J'abats les murs d'un battement de cœur et je soigne les blessures en un sourire. Jamais je ne suis faible. Jamais je ne saigne. Jamais je ne pleure. Jamais je n'ai peur. Je suis le bien dans le plus manichéen des sens qu'il soit et je terrasse le mal de mes bras blancs. Il m'a créé pour l'un de ses romans une ode à l'enfance et à l'émerveillement. Je suis l'apogée de son art et sa plus belle création. Je suis parfaite. Et hier, j'ai pris vie. Je m'éveille aux rayons du soleil, dans une atmosphère mystique, presque divine. Mon regard se pose sur le plafond et les couleurs n'ont jamais été aussi vives. Je ressens la caresse des draps sur mes bras, le creux fait par mon corps dans le matelas. Je ressens la chaleur de la lumière et l'odeur des vieux meubles de la pièce. Ce sont des sensations nouvelles encore pour moi. Jusque-là, tout n'était que mots, lettres, ponctuation. Il y avait bien les figures de style pour me donner matière à rêver, mais je n'étais qu'une succession de lettres sur du papier. L'écriture en points et en déliés d'Alexandre me donnait du corps et des rondeurs, mais je n'ai jamais ressenti le monde réel. Il est si beau et pourtant si vif. La lumière m'aveugle, le bruit me fait sursauter. Les odeurs me donnent mal à la tête. Je n'avais jamais imaginé que le monde était aussi rigide, aussi froid et surtout si immobile. Les murs, les meubles, tous sont figés dans une ultime danse. Les fenêtres, pourtant si belles, sont glaciales. La seule chose qui me réconforte, c'est sa voix. Elle est plus belle que quand il me lisait dans sa tête. Elle a des angles maintenant. Je la vois racler les murs. Elle érafle le vernis de mes souvenirs, mais elle est si belle, car elle est réelle. Elle vibre, elle résonne, elle fait écho à tant d'images dans ma mémoire. Pourtant, ce matin, elle a découpé ma peau, comme si j'étais faite de papier de soie.
Il m'a dit d'un timbre léger que je n'avais pas été faite pour ce monde. Il a dit cela avec le sourire. J'étais devant la flamme d'une bougie, hypnotisée par ses mouvements. J'avais façonné une fleur avec la cire qui dégoulinait. Je m'étais brûlé les doigts. J'ai regardé longuement son visage, les rides de son front, l'argent naissant de sa barbe et la lumière de ses yeux. Il m'a dit que j'avais été créée dans un rêve, pas une réalité. Encore maintenant, je ne sais pas si cela était un compliment ou un reproche. C'est sa main qui m'a écrite et je ne serai pas assez. J'ai regardé mes mains brûlées et mon reflet virginal dans le miroir. Et j'ai pris conscience de mon désastre. Mon cœur, qui ne sait pas encore parfaitement comment battre, s'est fendu sous la peine de ne pas être suffisante pour lui, d'être incomplète. Je l'ai vu s'éveiller à la lumière comme un enfant qu'on n'attendait plus. J'aurais dû l'accueillir dans mes bras, mais j'ai eu peur. Peur de l'avoir trop bien façonnée. Peur qu'elle soit meilleure que moi. J'ai passé la journée dans son bureau, avec lui. Il était assis à sa table, devant ses manuscrits. Il les feuilletait comme s'il tournait les pages d'un vieil album photo. Je suis restée silencieuse à le regarder. Je sentais qu'il était sur le point de me révéler quelque chose. Je lui ai laissé le temps. Je savais qu'il finirait par me parler. Je voyais ses doigts caresser les lignes noircies de mon histoire. Je n'avais qu'à fermer les yeux pour entendre son cœur battre contre ma poitrine et sentir son souffle sur mon épaule. Quand je l'ai senti prêt, je me suis levée et je me suis approchée. J'ai posé ma paume sur son épaule. Sa joue est venue instinctivement se glisser entre mes doigts. J'ai su qu'il allait pleurer bien avant lui. Je suis restée proche. J'ai patienté en attendant que son masque se brise. J'étais prête à ramasser les morceaux au vol avant qu'il ne touche le sol. Il s'est effondré et son corps est tombé dans le creux de mes bras. J'ai empêché son sourire de s'écraser sur le parquet en le serrant fort contre moi. C'est là qu'il m'a dit que j'avais été créée à partir d'elle, sa mère. Il m'a parlé de la douleur de sa perte, du sentiment d'abandon. Il m'a avoué que l'enfant qu'il m'avait créé était tout aussi parfait que moi, mais qu'il n'était pas l'enfant de mon histoire, que ce dont je me souvenais n'était qu'un monde irréel, qu'il avait créé de toutes pièces. Il a détaillé le soin et l'amour qu'il avait mis à écrire mon personnage. Il m'a avoué n'avoir rien laissé au hasard et avoir fait de moi la mère dont il se souvenait. Il a confessé m'avoir donné son visage, la blancheur de sa peau, le bronze de ses cheveux. Il m'a décrit son parfum avec tant de mots que des images ont éclos devant mes yeux. En pleurs, il s'est excusé de ne pas être mon fils. Et il a dressé la longue liste de tout ce qu'il n'était pas. C'est mon essence de ressentir et de protéger ce que j'aime. Et j'avais beau lui répéter que je l'aimais, il ne voulait pas l'entendre. Il s'apaisait dans mes bras, mais à la vue de mon visage, les larmes revenaient comme les grandes marées. Même si j'avais voulu l'abandonner, je n'en étais pas capable. Quelque chose en moi me ramenait à lui. Sa peine était ma peine sans que je sache l'expliquer. Si je le pouvais, j'aimerais changer ce visage. J'ai la certitude que si je ne lui ressemblais pas autant, il me verrait différemment. Il m'accepterait mieux. Mais je suis ce qu'il a fait de moi, et le deuil que je vois dans ses yeux me fait peur. Je ravive en lui des douleurs enfouies qu'il pensait bannies. J'invoque à chacun de ses regards un fantôme de son enfance, et ça brise mon cœur. Elle ressemblait tant à elle. Trop. Assez pour que je m'y perde, pour que je la repousse. Et pourtant, je n'ai jamais su la laisser partir. Comme je n'ai jamais su retenir Mathilde. Le monde est un jeu entre nous. Il dicte les règles
par la moindre de ses émotions. Il est comme une extension de mon corps. C'est très étrange. Mon corps est tout nouveau pour moi, mais la sensation de toucher ce qu'il touche me semble parfaitement normale. Elle m'est familière, comme le serait le dos de votre main. Pour moi, mes mains sont encore nouvelles et je passe du temps à les regarder. Je fais glisser mes doigts sur ma jupe. Je crée des ombres sur le mur. Je désigne du doigt des objets dont je ne connais ni le nom ni le sens, car ils n'existaient pas dans mon récit. Aujourd'hui, nous étions dans le salon et il jouait du piano. Je ne connaissais pas le piano. Il n'y avait pas de musique dans mon histoire, seulement des mots décrivant le bruit du vent et le son des voix, mais je n'avais jamais entendu de mélodie. Il a joué des notes si belles que cela me ramenait dans les premiers chapitres de mon livre. Ce moment où mon personnage soigne les plaies de son fils qui a chuté dans l'allée du jardin. Elle soigne tendrement les égratignures de ses genoux. Et là, sans raison, il m'a manqué. J'ai ressenti le vide et je voulais revenir dans ces pages. Relire mes passages préférés, ceux où nous sommes ensemble. Je crois que pour la première fois j'ai pleuré, mais je n'avais jamais pleuré. Ni dans mon œuvre, ni dans ce monde. J'ai caché mon visage rougi pour dissimuler cette émotion nouvelle. Alexandre a été surpris de me voir dans cet état et il a cherché à comprendre. Mais je n'ai rien su dire. Il n'a pas compris. Il m'a regardé d'un œil las. Il a parlé d'émotions, d'encre et de papier, d'une sensibilité créée de toutes pièces. Il a jeté son manuscrit au mur en hurlant que son œuvre n'était qu'un ramassis d'inepties pour enfants. Il a craché son venin sur le monde d'où je viens, le traitant d'utopie risible et de roman à l'eau de rose. Le voir traîner mon œuvre dans la boue m'a brisé en morceaux. J'ai vu ce que je pensais être un océan d'écume, réduit à une simple flaque d'eau de pluie. Alors j'ai fui me cacher. Je l'ai vu pleurer. Et je l'ai haï pour m'avoir rappelé ce que je ne voulais plus ressentir. Mais ce n'était pas sa faute. C'était la mienne. C'est toujours la mienne. J'ai passé la nuit à pleurer. Je ne connais pas toutes ces émotions, et même si j'ai été écrite pour endurer le paradis et l'enfer, je ne connais pas le goût des émotions. Pour moi, la tristesse n'a toujours été qu'un mot de 9 lettres, jamais prononcé à haute voix, jamais ressenti. Au lever du soleil, j'avais fini par m'assoupir quand j'ai senti sa présence dans le couloir. L'air s'est mis à vibrer différemment, comme à chaque fois qu'il approche. La porte s'est ouverte, laissant l'ombre du couloir entrer sur le seuil. Il s'est tenu devant moi. J'ai vu qu'il n'avait pas la force d'affronter mon regard, alors j'ai baissé les yeux pour lui faciliter la tâche. Il a simplement dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me montrer. Il m'a emmené dans la bibliothèque. Je n'avais jamais imaginé qu'il existait autant de livres, tant de gens à rencontrer, tant d'univers à parcourir. L'infinité de pages autour de moi m'a donné le tournis. Je contemplais l'immensité du monde, me rendant compte à quel point j'étais petite, quand il a pris mon bras. Il m'a emmenée au fond de la pièce. Là, sur la cheminée, trônait une sculpture dorée. Il la regardait avec tendresse. C'était un prix récompensant la meilleure œuvre littéraire, dans un concours où il n'y avait que des chefs-d'œuvre. Il l'a soulevée avec précaution et me l'a tendue. Sur la plaque dorée du socle, il y avait écrit son nom et le nom de mon roman. L'air quitta instantanément mes poumons. Je compris que cette année-là, j'avais été élue la plus belle création. Il s'est excusé de m'avoir dénigré la veille. Dans un souffle, il a raconté le bonheur et la joie qu'il avait ressenti quand il avait reçu cette récompense. Il m'a dit toute la fierté qu'il avait éprouvée quand son nom avait été annoncé. Il m'a dit qu'il avait su à ce moment qu'il ne ferait jamais rien de mieux que ce roman dont j'étais l'héroïne. Dans ces mots, je compris que j'avais su toucher les gens comme aucun autre de ces personnages. Fouillant dans les étagères, il m'a montré des courriers de lecteurs, des articles de presse. J'étais si émue de lire ces lignes. Les mots représentent bien plus pour moi que pour vous. Lire les émotions que j'avais participé à créer m'a touchée jusqu'à la tranche. Une critique négative s'était glissée entre les dizaines de louanges. Il l'a chiffonnée et jetée dans une corbeille sans plus de ménagement, avec un sourire doux.
comme pour me préserver. Je lisais dans ses yeux la gratitude et ce que ce roman lui avait apporté. Au-delà de la renommée et du succès, il avait donné un sens à sa vie et l'avait consacré comme artiste. Je lisais tout ça, entre ses lignes. J'ai voulu me racheter, lui montrer que je l'aimais à ma façon. Mais comment fait-on quand on n'a appris qu'à aimer avec des mots, quand on a oublié comment aimer avec le cœur? Alexandre m'a emmené voir le monde aujourd'hui. Je vais dire le monde de dehors. Je craignais un peu, pour être honnête, toutes ces couleurs, toutes ces formes, ce grand vide entre tout. Les pièces du manoir ressemblent aux pages de mon roman, finies, étroites, serrées les unes contre les autres. Dehors ressemble à des dizaines de pages blanches sur lesquelles quelques mots sont inscrits de travers, de ci, de là. Un mot, une phrase, puis des chapitres vierges de sens. Puis au détour d'un coin de page, un autre mot ou une virgule. J'avais très peur de ce vide. J'ai tenu son bras tout au long du chemin, essayant de ne pas me noyer dans ce grand rien. Après quelques rues, je m'étais un peu rassurée et j'avais retrouvé ma contenance. Il m'a emmenée à l'université où il enseigne. Sur le trajet, il m'a expliqué qu'il donnait des cours de littérature à des étudiants rêvant d'écrire des chefs-d'œuvre. Il m'a raconté qu'il disséquait des mondes entiers pour en comprendre l'ossature et il m'a cité ses auteurs préférés. En entrant dans l'amphithéâtre, j'ai vu des jeunes personnes regarder Alexandre avec les mêmes yeux que lui quand il parlait de ses écrivains. Je me suis faite discrète dans un coin de la salle. Je l'ai écouté mettre en équation les textes d'un auteur qu'il semblait vénérer. Mais le plus frappant fut de regarder les jeunes personnes venues l'écouter. Surtout cette jolie fille au premier rang. Elle avait les yeux clairs et les cheveux tressés. Elle regardait Alexandre d'une manière particulière, avec un regard doux et pourtant quelque chose m'échappait. Elle le regardait pour elle, pas pour lui. Elle contemplait le reflet d'Alexandre sur elle-même, mais elle ne semblait pas le voir vraiment. C'était la première fois que je voyais de l'attirance physique. Dans mon récit, je n'avais pas d'amant. Mais elle avait ce regard égoïste. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était beau ce regard. Je l'ai longuement observé, jusqu'à comprendre que je n'avais pas en moi ce genre d'affection. À l'endroit où il devrait y avoir des mots comme passion, désir, il n'y avait que des pages blanches. À la fin de sa classe, Alexandre m'a fait monter avec lui sur l'estrade et m'a présenté comme son chef-d'œuvre. Je ne saurais pas dire si les gens ont compris un traître mot de ce qu'il a dit, mais j'ai vu des étincelles s'allumer dans leurs regards, tandis que leurs yeux parcouraient mes bras, détaillaient mon visage, glissaient sur ma robe. C'était très étrange. Vous n'allez probablement pas comprendre, mais c'était comme être lu. La sensation d'un regard glissant sur mes mots, s'arrêtant à mes virgules, repartant après une respiration. Je pense que ce qui ressemble le plus à cela dans votre monde, ce serait une caresse. Elle découvre le monde avec l'innocence que j'ai perdue. Moi, je me souviens juste de ce que j'ai laissé filer. Mes chances, mes amours. Et Mathilde, la vraie. Aujourd'hui, j'ai parlé du regard de la jeune femme à Alexandre, et je lui ai demandé ce que ça faisait que d'aimer de cette manière. Il a ri gentiment devant mon ignorance. Il a divagué longtemps sur l'attachement et le désir. J'ai pu rattacher des pans à l'amour que je connais, mais son essence m'échappe encore. Il a cherché ces mots pour que je puisse comprendre, mais ça n'a rien fait résonner chez moi. Il m'a parlé d'une femme, Suzanne, qui il pensait avoir aimé de la sorte. Il me l'a décrite avec ces mots, et j'ai tout de suite su qu'elle était belle.
J'étais avide de comprendre ce qu'il me décrivait, mais ça continuait de m'échapper. Je m'en suis inquiétée à un moment. Je lui ai révélé que je craignais d'avoir un chapitre manquant et que peut-être je ne comprendrais jamais l'amour qu'il me décrivait. Il a paru triste un instant. Puis d'un coup, il s'est levé, comme un point d'exclamation. Il a couru à la bibliothèque et est revenu avec une pile de livres. De ce qu'il m'a dit, ce sont de somptueux romans d'amour et il pensait que peut-être je comprendrais mieux les mots s'ils étaient écrits. Puis, dans un sourire, il est parti s'isoler dans son bureau. Il avait eu l'inspiration d'un nouveau roman. Et il devait s'empresser de travailler dessus pour ne pas perdre les mots qui lui venaient en tête. J'ai commencé avec curiosité un des romans, mais mon esprit était ailleurs. Je voulais me glisser sous sa plume, rencontrer ces nouveaux mots et voir les pages se noircir de vie. Je lui demanderai demain. Je voulais qu'elle comprenne l'amour, mais comment aurait-elle pu ? Elle n'a jamais été aimée autrement que par moi, et moi, je n'ai jamais aimé autrement qu'à travers elle. Il n'est pas réapparu de toute la nuit. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Il est resté enfermé dans son bureau sans trace de vie. Le manoir est beaucoup trop grand quand il n'est pas là. Je ne ressens pas ses émotions quand il est loin de moi. Je suis vide s'il n'est pas dans la même pièce que moi. Son absence me plonge dans une léthargie qui ressemble au sommeil. Un moment hors du temps où il ne se passe rien. Comme quand on arrête la lecture d'un livre. L'histoire reste suspendue à la dernière phrase que l'on a lue. J'ai erré dans les couloirs, à travers les grandes pièces qui semblent infinies. Mon esprit a cherché une occupation pendant cette errance, un peu comme quand on rêve, pendant son sommeil. Il a cherché un sens à mon éveil. Pourquoi suis-je devenue réelle ? J'ai vu dans ses yeux, quand l'inspiration l'a frappé, qu'il aimait ses œuvres comme rien d'autre au monde. Pourtant, je ne saurais pas dire s'il est réellement heureux que je sois avec lui aujourd'hui. Je sais qu'il m'aime, mais pas comme moi je l'aime. Je ne sais aimer que d'une manière. Je ne sais aimer que la chair de ma chair et je sais qu'il ne m'aime pas comme cela. Mais comment m'aime-t-il alors ? Il ne m'aime pas comme il a aimé Suzanne non plus. Dans les pages du livre qu'il m'a donné, j'ai commencé à comprendre qu'il existait différentes formes d'affection, mais que presque toutes m'échappaient. Je sens qu'il manque des couleurs sur ma palette, qu'il manque des notes sur ma partition. Je ne suis pas aussi parfaite que je l'aurais cru. Je l'ai laissée seule, offerte au regard des autres comme une œuvre que je ne savais plus protéger. Ils l'ont observée, jugée, sans comprendre ce qu'elle était vraiment. Et moi, je suis resté là, silencieux, comme toujours quand il aurait fallu parler. J'ai appris que demain je serai exposé à l'université. Il faut croire que certains des étudiants ont cru à l'histoire merveilleuse d'Alexandre, et la rumeur s'est répandue. Le directeur de l'université est passé dans la matinée pour me rencontrer. Alexandre ne l'a pas laissé m'approcher. Il a tout fait pour m'empêcher d'aller à cette exposition, et une vive altercation a éclaté. Je me suis bouché les oreilles. Les mots tonnaient comme un orage, et me découpaient les bras et les hanches. Je ne supportais pas d'entendre la colère résonner dans le manoir. Je crois que j'ai perdu connaissance car je ne me souviens pas de la fin de cette dispute. Je n'avais jamais assisté à une telle débauche de haine. Mon cœur se serre encore en se remémorant les insultes, les menaces. Quand je suis revenue à moi, Alexandre était à mon chevet. Il passait sa main sur mon front avec un regard inquiet. J'ai essayé de lui prendre la main, mais il s'est écarté. Il m'a demandé de me faire belle pour le lendemain. Sur la commode trônait un nécessaire de maquillage et sur le paravent pendait une robe toute neuve. La robe me ressemble. Elle est légère et douce, mais il y a tous ces rubans qui me serrent la taille et le cou. Le rouge à lèvres fait ressortir ma bouche et
Le doré de l'ombre à paupières rend mon regard intense. C'est beau, mais ce n'est pas moi. Le miroir décrit une silhouette qui est sublime, mais qui ne traduit pas mon personnage. J'ai l'air corrigé, comme si Alexandre avait raturé certains de mes passages pour réécrire par-dessus avec de l'encre d'une autre couleur. Ce ne sont pas mes pages que je vois dans la glace. J'ai voulu la protéger. J'ai échoué. J'ai voulu la cacher. Je l'ai exposée. Je l'ai trahie. Comme on trahit une vérité trop belle pour être dite à haute voix. Ce matin, j'ai cherché Alexandre partout, mais il est toujours cloîtré dans son bureau. J'ai écouté derrière la porte et je crois qu'il est toujours en train d'écrire. J'entends la plume racler les fibres du papier. L'inspiration embaume l'air jusque dans le couloir. Il ne s'est pas montré non plus quand le directeur de l'université est venu me chercher. Le dehors m'a terrifiée. Je n'avais plus son bras rassurant pour me guider dans les rues. J'ai retenu mon souffle tout le trajet. J'aurais aimé qu'il vienne avec moi. L'exposition était horrible. Le directeur m'a exhibé sur un piédestal au milieu d'une salle pleine d'hommes et de femmes qui me disséquaient du regard. J'essayais de me réfugier dans les pages de mes souvenirs. Je récitais le chapitre que je préfère de mon histoire en boucle, celui qui se passe dans la campagne derrière chez moi, celui où je regarde pendant une 20aine de pages courir mon fils dans les champs, celui dans lequel Alexandre détaille chaque rayon de soleil, chaque fleur tordue sous ses pas. Mais je n'ai pas pu rester entre mes lignes préférées. Une femme est venue lire, à haute voix, à l'assemblée, des passages entiers de mon histoire. Se faire lire à haute voix devant autant de gens, c'est comme vous déshabiller devant une foule d'inconnus. Je voyais mes pensées les plus intimes étalées sur les murs, tous mes secrets révélés sans aucune pudeur. J'ai pourtant survécu à cette bataille. Mais le directeur a voulu avoir le dernier mot. Il a déclaré qu'il ne m'avait pas imaginée aussi charmante pendant sa lecture. Mon maquillage et les rubans de ma robe m'ont sauté au visage. J'aurais voulu leur crier que je n'étais pas tous ces artifices. Mais aucun son ne sortait. J'aurais voulu leur écrire que je ne suis pas faite pour être vue, mais pour être lue. Ils l'ont regardée comme un trophée, mais elle n'est pas un prix. Elle est une confession, un cri silencieux, un pardon que je n'ai jamais su demander. J'ai passé la nuit à errer entre les murs du manoir. Alexandre n'est toujours pas réapparu. J'ai déchiré la robe et ses rubans. Et j'ai lavé le maquillage de mon visage. Mais je sens encore l'odeur du parfum qu'il m'a offert. Le corset a laissé des marques sur ma taille et mes hanches, et les chaussures m'ont abîmé les pieds. J'ai mal pour la première fois. Oh, je me suis déjà coupée avec un couteau de cuisine ou brûlée avec la flamme d'une bougie, mais là c'est différent. Je suis meurtrie de l'intérieur, comme si on avait déchiré des pages de mon livre. Une enveloppe est arrivée ce matin avec le journal. Il y a un article où on parle de moi, mais même les jolis mots utilisés n'ont pas su apaiser la douleur de mes souvenirs. J'ai plié le journal et je l'ai glissé sous la lettre. En la posant sur la table du salon, j'ai aperçu l'expéditeur et mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Le courrier venait de la maison d'édition d'Alexandre. L'enveloppe était épaisse et je n'ai pas su résister à ma curiosité. J'étais encore déboussolée de l'expérience de la veille. Je n'étais pas vraiment moi. J'ai ouvert l'enveloppe et dedans il y avait une importante somme d'argent et une lettre. Les mots disaient que cet argent était une avance pour l'écriture du prochain roman qu'il était en train d'écrire. L'éditeur semblait penser que le projet allait rencontrer un franc succès. J'ai compris qu'Alexandre travaillait sur un nouveau roman dont je lui avais soufflé l'inspiration, que j'avais fait naître des idées nouvelles et qu'il avait fait parvenir des extraits à cet éditeur. J'ai porté le journal et la lettre à Alexandre, devant la porte. J'ai longuement hésité à frapper. Je ne voulais pas le couper dans la magie de la création. Et si cette interruption mettait un point d'orgue à sa nouvelle œuvre ? Au moment où j'allais frapper, la porte s'est ouverte.
Il est apparu fatigué, les traits tirés. On aurait dit que ses pages avaient jauni avec le temps. Je lui ai tendu la lettre et le journal. Et il m'a dit « Merci, Adèle. » La porte s'est refermée et je suis restée de nouveau seule. Je sais qui est Adèle. C'est sa nouvelle héroïne. C'était écrit dans la lettre. Elle a tout compris, même mon mensonge, même ce nom que j'ai soufflé, par erreur ou par peur. Adèle, comme si elle n'existait déjà plus, comme si je l'avais déjà remplacée. Ce matin, Alexandre est descendu dans le salon avec moi. Voilà plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de son bureau. Il avait à peine mangé et n'avait probablement pas beaucoup dormi. Son visage ressemblait à un parchemin. J'ai lu sur son front des marques du temps que je n'avais pas vues avant. Il semblait fatigué, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Il m'a à peine souri pendant qu'il buvait son café. Je lui ai raconté l'exposition, mais il n'a pas semblé m'entendre. J'ai essayé de lui demander s'il avait lu le journal, mais là encore, il est resté muet. Je sentais une fatigue extrême chez lui, comme un contenant vidé de son essence. Il m'a paru presque translucide. Son ombre paraissait moins noire que la mienne. Il s'est levé après son café et m'a expliqué qu'il devait se rendre en ville pour déposer un nouveau manuscrit. Il avait réussi à terminer son histoire cette nuit et il devait en parler avec son éditeur. Il a déposé un baiser sur ma joue et a disparu dans la rue, celle qui mène à la gare. J'ai repris mon errance dans les couloirs. J'ai dû me perdre dans mes pages car je ne me souviens pas comment je suis arrivée devant son bureau. Je sais que je n'aurais pas dû entrer, mais quand il n'est pas là, ce qu'il y a de meilleur en moi semble faiblir. Je suis entrée dans ce bureau, dans lequel j'étais venue avec lui dans les premiers jours. Je me suis souvenue de ses pleurs. À ce moment, je n'avais pas encore conscience de vivre un moment que j'allais tant chérir, quelques jours plus tard. J'ai laissé mon regard se poser sur cette pièce si pleine de lui. Je le voyais partout, dans des lettres qu'il avait écrites, dans des notes en bas de page de livres ouverts sur un fauteuil, dans les lignes de pages de manuscrits raturés. Sur le bureau, une pile de feuilles écrites de sa main trônait fièrement. Des pages et des pages de récits annotés, corrigés, revus encore et encore. Je me suis assise à sa table et j'ai commencé à lire son nouveau roman, ou en tout cas les bribes de ce qui restait dans son bureau. Elle est si vivante, elle est si colorée. Mon Dieu, qu'elle est belle, Adèle. Elle a sur le monde un regard que je ne peux pas avoir. Elle est aussi fraîche que la jeune fille avec les cheveux tressés, elle est aussi envoûtante que Suzanne. Elle est aussi fière que son auteur. Elle ne parle pas à demi-mot, elle sait mettre l'accent sur ses sentiments, elle ne se cache pas derrière de jolies figures de style, elle écrit son propre destin. Elle a le verbe haut et la voix douce, elle sait lire entre les lignes et n'hésite pas à écrire dans les marges de ses chapitres. Elle rature, elle paraphrase, elle image même. Elle, c'est sûr, elle n'aurait pas peur qu'on la lise à haute voix. Elle pourrait être lue devant des milliers de gens que ça ne la ferait que plus briller. Elle est la plume et le papier de son histoire. Elle est parfaite. Je la sens s'éloigner. Et pourtant, je n'ai jamais eu autant besoin d'elle. Je suis un homme que le temps efface. Et elle est restée figée, brillante, immuable. Ce que j'aurais voulu être. Mon cher Alexandre, je ne serai pas là quand tu rentreras. Tu avais raison depuis le début. Je ne suis pas faite pour vivre avec toi dans ce monde. Il est trop grand pour moi. Même avec tout l'amour que je te porte, je ne comblerai jamais les espaces entre nos chapitres.
J'ai du mal à trouver les mots pour t'écrire ce que je ressens, mais sache que je suis honorée d'avoir inspiré ton nouveau chef-d'œuvre. Adèle sera la réelle héroïne de ta vie. J'espère qu'elle t'aimera autant que tu l'aimes, car oui, tu l'aimes. Je n'ai jamais compris cet amour dans les livres que tu m'avais donnés, mais quand j'ai lu tes lignes sur elle, j'ai compris. Seuls tes mots peuvent traduire ce sentiment et c'est en te lisant que je ressens ce que tu ressens. Il est temps pour toi de tourner cette page de ta vie et d'écrire la suite. Je serai toujours avec toi, car j'ai participé à ma manière à la création de ta plus belle œuvre. Ne laisse pas de sombres personnes cracher sur celle que tu as créée avec tant de minutie et de dévotion. Laisse-la briller de sa propre lumière et elle guidera ta main vers la suite de ton histoire. Chéris-la pour ce qu'elle est et surtout pour tout ce qu'elle n'est pas. L'œuvre parfaite n'existe que dans le cœur de son auteur. Et Adèle est le trésor que tu as si longtemps cherché. Bien à toi, Mathilde. Elle est partie. Elle m'a laissé une lettre plus vraie que tout ce que j'ai jamais écrit. Mathilde, je t'ai créé pour combler un vide, mais je n'ai fait que l'agrandir. J'ai écrit des milliers de mots dans ma vie, mais aucun d'eux n'aura jamais autant compté que ceux que j'aurais dû te dire. Pardonne-moi.